l'acte 1 de la mobilisation des Gilets jaunes du 17 novembre 2018, on comptabilise 2200 blessés parmi les manifestants, 1500 parmi les forces de l'ordre, 9000 interpellations, 1796 condamnations et enfin 218 enquêtes ouvertes pour violences policières. Ces chiffres, publiés par le ministère de l'Intérieur, datent du mois de mars 2019. De quoi donnent-ils un aperçu, sinon du niveau extraordinaire, inouï de violence observée, selon l'aveu même de l'historien de la violence, Robert Muschenbled. La violence dont il est question ici, c'est celle dont nul ne veut prendre la responsabilité et dont on s'accuse réciproquement. C'est celle des forces de l'ordre, celle des radicaux d'extrême gauche comme d'extrême droite qui se sont infiltrés dans les cortèges, c'est celle, enfin, d'un gouvernement soupçonné de pratiquer et d'encourager cette surenchère de la violence. Mais dans le flux de commentaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'un d'entre eux nous a particulièrement interpellés. C'est celui d'un gilet jaune qui s'étant replié en marge d'une manifestation dans un palace parisien proche des Champs-Élysées, crut déceler de la peur dans le camp des privilégiés. « Nous avons gagné », jubilait-il, « car désormais, ils ont peur de nous. » La violence réveille la peur, une peur archaïque. Elle nous rappelle ce que nous nous efforçons chacun d'oublier dans le travail, dans les loisirs, dans l'amour, notre condition mortelle. La violence, lorsqu'elle jaillit, nous rappelle que nous sommes tous d'abord des corps. Et qu'en tant que corps, nous sommes vulnérables, riches comme pauvres, tous également exposés à la mort, comme à la douleur ou à la souffrance. Était-ce cette peur que le gilet jaune a cru déceler dans le regard de la clientèle du palace? Un homme seul, à l'écart du groupe de rattachement, d'appartenance, de ralliement, dans un lieu où il n'était pas bienvenu, le palace? Non, non. Il est vraiment peu probable que ces privilégiés se soient sentis menacés à cet instant précis. Non, non. La peur que le gilet jaune a cru lire dans leur regard est celle qu'inspirait probablement le mouvement dans ses débordements et ses excès, et dans la crainte d'une libération encore plus forte des pulsions de destruction et d'anéantissement qui viendraient briser l'ordre social et notre vernis de civilité. Si ces privilégiés avaient peur, c'était peut-être davantage de ce que le mouvement des Gilets jaunes leur révélait d'eux-mêmes, en miroir. Personne ne souhaite être confronté, en effet, à ce que René Girard appelle la nudité insensée de sa propre violence. Ces privilégiés n'avaient-ils pas, somme toute, peur de leur peur, et de ce vers quoi elle pouvait les faire basculer, leur propre violence sauvage, incontrôlable, indomptable, qu'ils pensaient avoir réussi à maîtriser grâce au travail de la culture, de l'éducation et de la civilisation. La peur et la violence forment un couple indissociable. Si la violence réveille la peur réveille, elle, une violence qui est ancestrale, comme enfouie. C'est l'hypothèse d'une violence irréductible qui se retrouve à travers la notion d'agressivité, tant dans le domaine de l'anthropologie qu'en psychologie ou encore en éthologie, la science qui s'intéresse au comportement des animaux et des humains, dans la comparaison de l'un à l'autre. Instinctive, innée, l'agressivité guidait le chasseur, c'était un moyen en vue de subvenir à ses besoins, de garantir sa survie. Cette agressivité, d'abord dirigée vers les animaux, s'est ensuite retournée vers l'homme lui-même. De la chasse à la prédation de l'homme par l'homme, il y a un gouffre que certains scientifiques vont franchir allègrement en définissant la guerre primitive comme une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme dont nul ne pouvait sortir gagnant. C'est d'ailleurs en partant de cette hypothèse, de ce postulat, que le philosophe Thomas Hobbes a construit au XVIIe siècle l'hypothèse de son contrat social. Si l'on retient l'état de nature comme celui de la guerre de tous contre tous, il y aurait alors une violence essentielle, un cercle de la violence sans fin, fait de destruction, de vengeance, comme l'a très bien montré le très beau film de Jeff Nichols, Shotgun Story. Des frères s'entretuent à la mort de leur père, sans aucune chance de conciliation, et tout ça pour capter l'héritage. Le salut passe, nous dit Hobbes, par l'alliance, par le faire société. Pour éviter de vivre dans la crainte perpétuelle et permanente de la mort violente, nous dit encore Hobbes,
les hommes feraient ainsi le choix de renoncer à leur liberté absolue au profit d'un tiers, par exemple l'institution étatique, en contrepartie de quoi l'État s'engagerait à assurer la sécurité et l'ordre pour chacun. Ce récit des origines, tel que nous le présentons tout du moins, n'en est pas moins une fable. Et la thèse qui est adossée, celle qui va naturaliser l'agressivité, est contestée et contestable, notamment grâce au travail de découverte et d'analyse des ossements de nos ancêtres lointains chasseurs-cueilleurs, qui a révélé que les morts provoquées par des causes violentes étaient alors beaucoup plus rares et beaucoup plus marginales qu'on ne le soupçonnait. Le degré de violence augmenterait avec la sédentarisation de l'homme, lorsque celui-ci devient producteur et producteur dégageant des surplus. Ces découvertes scientifiques reviendraient-elles à donner raison au naïf Émile Rousseau, pour lequel l'homme naît naturellement bon, mais se voit perverti par la société? Rousseau contre Hobbes, d'après qui l'homme livré à lui-même est un loup pour l'homme et le demeurerait si la société ne venait pas à contrecarrer les pulsions destructrices de celui-ci. Toujours est-il que chez l'un comme chez l'autre, chez Hobbes comme chez Rousseau, la violence occupe une place cruciale lorsqu'il s'agit d'interroger les fondements de la culture. Chez Hobbes, la société est la forme dans laquelle la violence originelle va être contenue, jugulée. Tandis que chez Rousseau, au contraire, la violence débridée totale surgit au moment où la propriété privée apparaît et où naissent les inégalités. Ceci nous renseigne et nous en dit long sur la façon dont notre imaginaire est structuré. Prenons un mythe célèbre, celui de la fondation de Rome. Romulus, Rémus, les deux frères voulaient fonder une ville sur les bords du Tibre. Tous deux désiraient être rois et baptiser la ville en leur nom. Ils décidèrent alors, pour se départager, de consulter les auspices. Les auspices étant des présages envoyés par les dieux via le vol des oiseaux. Rémus, placé sur l'un des monts, le mont Aventin, aperçut le vol de 6 vautours. Mais Romulus, placé sur le mont Palatin, en vit 12. Ne parvenant pas à se mettre d'accord sur l'interprétation des auspices, Romulus décida de s'affranchir de l'autorité de son frère et traça un sillon autour de lui et autour du mont Palatin avec sa charrue. Cette ligne, cette démarcation était censée symboliser les frontières. Rémus, pour se moquer de son frère, franchit le sillon tracé par lui en lui demandant s'il considérait et s'il jugeait que les protections de sa ville étaient suffisantes. Romulus sortit alors son épée et transperça son frère. C'est par le sang que naquit Rome. Au-delà de l'exemple de Romulus et Rémus, dans tout mythe, dans tout récit d'origine, on retrouvera la marque de la violence. Plus près de nous, le père de la psychanalyse Sigmund Freud s'est lui aussi risqué à proposer un récit des origines dans son célèbre ouvrage Totem et Tabou. S'inspirant de Charles Darwin et de l'hypothèse des hordes primitives, soit l'organisation à état de nature en petits groupes où un mâle dominant exerçait son pouvoir sur les autres mâles et son droit exclusif sur l'ensemble des femmes du groupe, Freud imagina qu'un jour survint une alliance entre les autres mâles contre le chef et sa loi. Les fils, les mâles, tuèrent le père et le mangèrent pour s'affranchir définitivement de son joug. À la horde sauvage dominée par la figure toute puissante du père succéda alors la société égalitaire des frères. Plus près de nous encore, le philosophe et anthropologue René Girard salua les intuitions de Freud sur le meurtre et sur le meurtre originel dans son livre classique désormais, La violence et le sacré. Mais s'il les salua, il les radicalisa, en livrant ce qui est peut-être l'extrapolation anthropologique la plus poussée sur le rôle de la violence au sein de la culture. Pour René Girard, l'erreur qu'a effectuée Freud a été de réduire la violence, à travers le meurtre originel, à une cause unique, à une justification extérieure, en l'occurrence à un vulgaire complexe d'Oedipe mal réglé. Les fils désirent leur mère, mais le père leur fait obstacle. Alors, on supprime le père et ainsi, on tue le problème. D'après René Girard, la violence est la force qui nous meut. Et la violence n'a pas, en tant que force motrice, besoin d'origine.
ni de cause. Et n'ayant pas besoin d'origine, on pourrait tout aussi bien supposer qu'elle n'a pas de finalité, elle n'a pas de fin, sauf à trouver un dénouement, qui serait la prémisse de la culture, dans sa fixation sur une figure tierce qui fasse consensus. Une figure tierce qui fasse consensus. C'est la fabrication du bouc émissaire. Je vous invite d'ailleurs à voir le magnifique film de Thomas Vinterberg, La Chasse, qui décrit comment se forme la figure du bouc émissaire et l'unanimité contre lui. Dans ce film, dès les premières minutes, dès les premiers plans, nous savons qu'un homme va être accusé à tort de pédophilie. Attention, ce n'est pas un spoiler. Et si certains spectateurs ont été déçus de découvrir la vérité si tôt dans le film, c'est en réalité, d'après nous, la force de cette œuvre de nous débarrasser d'emblée de la question de la culpabilité ou de l'innocence du protagoniste pour nous permettre de nous concentrer, c'est la seule question importante, sur la façon dont la communauté va injustement se liguer contre lui. Le bouc émissaire va casser le cercle de la violence en attirant, en concentrant sur lui toute la violence. Il restaure à ses dépens l'unité et le consensus social. De Hobbes à Rousseau, en passant par Freud, la violence joue à chaque fois un rôle crucial dans le passage de l'état de nature à l'état de culture. Comme si la violence était à l'articulation de l'état de nature et l'état culture, instituant d'un côté le monde du profane et de l'autre le monde du sacré, c'est-à-dire l'ordre religieux. Le religieux, au sens le plus large, doit être entendu comme la première forme de culture, chargée de régler les interdits sociaux et de réguler la violence, notamment à travers les pratiques rituelles et sacrificielles. Que pensez-vous qu'il se soit produit, selon Freud, après le meurtre du père? Plutôt que d'accéder enfin à ce qui leur était inaccessible et qu'ils désiraient posséder, c'est-à-dire les femmes du groupe, les hommes, les mâles, se mirent d'accord pour édicter un interdit, celui de l'inceste. C'était la condition de la stabilité au sein de leur groupe. Avec le meurtre du père, tenez-vous bien, naquit non pas l'anarchie, mais la culpabilité, préalable à la culture et à la loi, selon Freud. À la fois fondatrice et destructrice, la violence est ambivalente. Elle s'inscrit à la frontière du monde profane et du monde sacré qu'elle institue, et circule d'un monde à l'autre par la transgression. Elle crée et elle transgresse. C'est ce que révèle à sa façon la célèbre formule de l'anarchiste Bakounine, la passion de la destruction est en même temps une passion créatrice.